C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Et le lendemain, on s'est tous retrouvés à la caserne. Antime s'y est rendu de très bonne heure, ayant rejoint en chemin ses camarades de pêche et de café, Fadiolo, Bossis, Arsenel, ce dernier se plaignant à mi-voix d'avoir fêté l'événement trop tard la veille. Et hémorroïdes et gueule de bois. Fadiolo, sujet frêle, un peu timide, visage maigre et cireux, affichait tout le contraire d'une prestance de garçon boucher quand c'était justement son métier. Bossis, non content de détenir quant à lui un physique d'écarisseur, l'était authentiquement. Arsenel exerçant pour sa part la profession de bourlier qui ne suppose pas d'habitus particulier. Ces trois-là, en tout cas, s'intéressaient beaucoup aux animaux, chacun à sa manière. Ils en avaient beaucoup vu. Ils allaient en rencontrer pas mal d'autres. Les jours suivants, tout est allé très vite à la caserne. Après l'arrivée des derniers réservistes, on a reçu les territoriaux, de vieux types de 34 à 49 ans, qu'on a tout de suite sommés de payer leur tournée. Et à vrai dire, du lundi au jeudi, ces tournées se sont succédées à bon rythme. Les fins de soirée, personne n'était très frais. Puis, les choses ont pris un tour plus sérieux. Les munitions ont été distribuées avec les vivres de réserve, et dans la soirée de ce jour-là, tout le monde a encore pas mal bu. C'est le lendemain qu'on a commencé de se sentir des soldats. Au matin, le régiment a fait une première marche avant d'être passé en revue par le colonel sur le terrain de manœuvre, puis de défiler en ville l'après-midi en attendant de prendre le train. C'était plutôt gai. Chacun droit dans son uniforme s'efforçait de regarder droit devant lui. Le 93e a traversé l'avenue, puis les grandes rues de la ville, au bord desquelles se massait la population qui ne lésinait pas sur les acclamations, les jets de fleurs et les encouragements. À la gare, tôt le matin du jour suivant, la foule agitait de petits drapeaux. Des garçons traçaient à la craie « À Berlin !» sur les flancs de la motrice. 4 ou 5 cuivres déclinaient de leur mieux l'hymne national. Des chapeaux, des foulards, des bouquets, des mouchoirs s'agitaient dans tous sens. Des paniers de provisions passaient par les fenêtres des wagons. On serrait dans ses bras des enfants, des vieillards. Des couples s'étreignaient. Des larmes s'écrasaient sur les marchepieds.
Lettre de Jean Coquelin, instituteur à Sizun. Engagé volontaire le 29 août 1914, caporal du 65e régiment d'infanterie. Mort au champ d'honneur le 7 juin 1915 à Éburterne, Pas-de-Calais. Lettre de la Somme du 30 novembre 1914. Chers parents, voici plusieurs jours que je suis à 3 km des Boches et n'ai pas encore vu le feu. Les canons sonnent tant et tant, mais je n'irai dans la tranchée que dans quelques jours. Le village où nous cantonnons se trouve un peu au nord d'un village dont nous parlions à Quimper. Monsieur Rioux, que je viens d'aller voir, se trouve à 2 km plus au nord. Madame Rioux le reconnaîtrait tout juste tellement il est poilu. Nous sommes arrivés ici après une marche de 40 km environ, mais en 2 étapes. Notre sac était très lourd. Plusieurs ont jeté ce qu'ils avaient en trop. Pour ma part, j'ai résisté et suis arrivé sans trop de fatigue. Le pays était couvert de neige. Mais quelle monotonie que ces plaines! Maintenant, le dégel a transformé tout en une boue. Le village est presque abandonné. Il y a 2 caboulots où il n'y a plus rien à vendre. Cependant, hier, j'ai réussi à déloger un pot de confiture. Nous couchons dans une grange en torche, toute percée. Il n'y fait pas chaud. Le matin, on part avec tout notre fourbi et on court dans la boue jusqu'aux genoux. On fait des tranchées toute la journée. Et on a une tête sale. Il n'y a même plus d'eau dans le pays. La nuit, de temps en temps, alerte. Une marmite qui tombe pas très loin. La distraction, c'est la lutte des aéros contre les Boches. J'ai vu 22 obus éclater autour d'un aéro sans le toucher. En somme, vie assez calme, mais sauvage. L'un d'entre nous a envoyé une petite lanterne magique. Et le soir, après la soupe, on donne une séance et on chante. Il y a Lebrise, Guiriec, Blanchard, tous copains de promotion. On a un quart de vin le soir et du tabac. Kenavo, 1000 baisers et pas de bile, hein, on s'en fait pas ici. Signé Jean. Soudain, les sirènes mugissent et je cours à ma fenêtre. Déjà le canon tonne du côté d'Aubervilliers. Le ciel s'étoile d'avions Boche, d'obus, de croix, de fusées, de cris, de sifflets, de mélismes qui fusent et gémissent sous les ponts. La Seine est plus noire que gouffre, avec les lourds chalands qui sont longs, comme les cercueils des grands rois mérovingiens chamarrés d'étoiles, qui se noient au fond de l'eau, au fond de l'eau. Je souffle ma lampe derrière moi et j'allume un gros cigare. Les gens qui se sauvent dans la rue, tonitruants mal réveillés, vont se réfugier dans les caves de la préfectance qui sentent la poudre et le salpêtre. L'auto violette du préfet croise l'auto rouge des pompiers, féeriques et souples, fauves et câlines, tigresses comme des étoiles filantes. Les sirènes miaulent et se taisent. Le chahut bat son plein. Là-haut, c'est fou. Abois, craquement et lourd silence, puis chute aiguë et sourde véhémence des torpilles. Dégringolade de millions de tonnes, éclairs, feux, fumée, flammes. Accordéon des 75, quinte, cri, chute, stridence, tout, et tassement des effondrements.
Le ciel est tout mouvementé de clignements d'yeux imperceptibles. Prunelles, feux multicolores, que coupent, que divisent, que raniment les hélices mélodieuses. Un projecteur éclaire soudain l'affiche du bébé Cadom, puis saute au ciel et y fait un trou laiteux, comme un biberon. Je prends mon chapeau et descends à mon tour dans les rues noires. Voici les vieilles maisons ventrues qui s'accotent comme des vieillards. Les cheminées et les girouettes indiquent tout le ciel du doigt. Je remonte la rue Saint-Jacques, les épaules enfoncées dans les poches. On les a amenés, les camarades, pour donner sa vigueur dernière à la bataille qui a duré toute la journée et dont l'objet est la position sur la colline et des 2 villages qui brûlent là-bas, enlevés avant-hier par l'ennemi. C'est un régiment de volontaires, du sang jeune, des étudiants pour la plupart qui ne sont pas depuis longtemps sur le front. Ils ont été alertés la nuit, ils ont voyagé jusqu'au matin et ont marché sous la pluie jusqu'à la fin de l'après-midi par de méchants chemins. Ce n'étaient pas des chemins du tout. Les routes étaient encombrées, on a passé par champs et par marécages pendant 7 heures, sous les capotes trempées, en tenue d'attaque, et ce n'était pas une partie de plaisir. Car si l'on voulait ne pas perdre ses bottes, il fallait presque à chaque pas se pencher et le doigt dans l'oreille de la chaussure, tirer son pied de la terre qui clapotait. Il leur a donc fallu 1 heure pour traverser le petit pré. Les voici. Leur sang jeune a tenu bon. Leur corps excité et déjà épuisé, mais tendu par leur plus profonde réserve vitale, ne s'inquiètent ni du sommeil, ni de la nourriture dont on les a privés. Plus d'un s'est perdu, est tombé durant cette marche forcée pour laquelle il était trop jeune et trop frêle. Il a pâli et chancelé, serrant les dents. Il a exigé de soi une résistance virile, mais il a cependant fini par rester en arrière. Il s'est encore traîné un instant le long de la colonne de marche, mais une compagnie après l'autre l'a dépassé et il a disparu. Il est resté étendu là, où il n'était pas bon de rester. Et puis était venue la forêt qui les avait tronçonnés. Mais ceux qui débouchent sont encore nombreux. Une troupe de 3000 peut supporter une prise de sang sans être réduit au néant. Déjà, ils inondent le terrain détrempé, fouettés par les éclats, la route, le chemin, les champs spongieux. Nous, les ombres spectateurs, au bord du chemin, nous sommes au milieu d'eux. À la lisière de la forêt, on met une baïonnette au canon, avec des gestes exercés. Le clairon clame avec insistance. Le tambour roule et frappe de son tonnerre plus sourd, et il s'élance en avant tant bien que mal, avec des cris rauques, les pieds comme alourdis par un cauchemar, parce que les mottes de terre collent comme du plomb à leurs bottes grossières. Ils se jettent à plat ventre sous les projectiles pour bondir et reprendre leur course en avant,
avec les cris brefs de leur jeune courage, parce qu'ils n'ont pas été atteints. Ils sont touchés. Ils tombent, battant des bras, touchés au front, au cœur, aux entrailles. Ils sont couchés, le visage dans la boue et ne bougent plus. Ils sont couchés, le dos soulevé par le sac, l'occiput enfoncé dans la terre et griffent l'air de leurs mains. Mais la forêt en envoie d'autres qui se jettent à terre et bondissent et avancent en trébuchant, hurlant ou muets entre ceux qui sont demeurés en arrière. La pluie tombait toujours. Aussitôt sortis de la tranchée, ils enfoncèrent dans la boue jusqu'aux chevilles. Ils marchaient en file indienne, leurs fusils à la main, baïonnettes au canon, prêts à mettre leur masque à la moindre alerte. Ils pataugeaient, rouspétaient à chaque pas, attirés vers le sol gluant par le poids incommode de leurs manteaux trempés, par leurs équipements, leurs fusils, leurs outils tranchants, leurs cartouches, leurs bombes, leurs grenades à fusil, leurs vivres, leurs fusées, leurs cisailles, leurs masques à gaz. Avec un formidable cliquetis de métal, ils piétinaient dans la fange tels des fantômes bardés de fer, en poussant des grognements. Le caporal avait reçu l'ordre d'avancer en ligne droite et d'occuper la première tranchée ennemie face au petit poste. On lui avait fixé la distance approximative de 350 pas. Le caporal parcourut encore 5 mètres et resta sur place, se rendant compte qu'il s'égarait. Halte! Ils s'arrêtèrent l'un après l'autre, en soldats entraînés. Dès qu'ils furent hors de leur trou, ils cessèrent de penser. Leur unique souci se bornait maintenant à placer avec précaution un pied devant l'autre et à fixer leur regard sur le dos de l'homme qu'ils suivaient. Le caporal se chargeait de réfléchir pour eux. Ils dormaient à moitié. Conscients qu'un obstacle imprévu les obligeait à interrompre leur marche, ils s'éveillèrent brusquement et dans leur agitation, ils rompirent la file. Ils reprirent leur marche. Soudain, on entendit un formidable floc. Jennings, ayant buté contre un pieu de barbelé, était tombé la tête la première dans un trou d'obus. Friel fit un faux pas, mais réussit à reprendre son équilibre. Comme il criait « Attention aux pieux !» il fut poussé par MacDonald et culbuta lui aussi dans le trou d'obus, par-dessus Jennings. Au secours, je me noie! Qu'est-ce qui cloche à présent? Halte! Retirons-les! Ils vont sûrement s'enliser! Allons, les gars, activons-nous! 4 Écossais sont morts de la sorte en relevant les grenouillards assaillis. À vos rangs! Il semblait impossible au caporal de reformer la file. Il avait beau pousser ses hommes, les menacer de prison, il ne faisait qu'ajouter à la confusion. Prenant l'amont par l'épaule pour le remettre dans le rang, il s'aperçut que le jeune soldat n'avait plus son fusil.
Dans l'obscurité, la face de chacun d'eux apparaissait énorme et confuse aux yeux de l'autre. Mais ils entendaient leur respiration et pouvaient sentir leurs haleines. Gunn se tenait raide comme un pieu, le cœur battant à tout rompre. Le caporal se penchait en avant, les mâchoires serrées, les mains crispées sur son fusil, dans un geste menaçant. Les hommes poursuivirent leur marche en silence. Gunn grinçait toujours des dents, luttait pour maîtriser sa haine contre le caporal, ou plutôt son envie terrible de se livrer à certains actes que lui inspirait cette haine. L'amant, agrippé à son porte-épée, lui faisait l'effet de quelque désagréable fardeau que pour des raisons occultes, il se sentait contraint de protéger. Ils étaient perdus dans le no man's land, pataugeaient dans la boue, et la pluie incessante leur tombait dessus, avec son bruit monotone. Prenez garde au fil de fer, attention! Croyant éviter les barbelés, ils s'y enchevêtrèrent presque tous dans leur effort instinctif pour se grouper et se protéger mutuellement. Leurs voix s'enflèrent malgré les caporaux qui hurlaient plus fort qu'eux pour les faire taire. On eût dit une rixe dans une taverne. L'aube parut. Quelqu'un cria. « Hé, nous y voici !» À 2 ou 3 mètres d'eux, ils aperçurent enfin la ligne ennemie. Ils restèrent bouche bée. Comme les écoliers qui viennent de gravir pour la première fois une montagne éloignée de leur village et découvrent, à leur grande stupéfaction, que cette masse imposante n'était qu'un vulgaire monticule. Quelques heures auparavant, ce long fossé tortueux contenait des ennemis. C'était un endroit sûr, fortifié de parapets, pourvu de confortables abris. Un endroit qui eût fait pâlir d'envie ces hommes allongés dans leurs trous et exposés à tout danger. Le déluge continuait. Un rugissement de colère passa le long de la ligne. Trempé de pluie, déchiré par les barbelés, rongé par les poux, les yeux injectés de sang par suite du manque de sommeil, ces hommes s'indignaient violemment contre cette course folle d'un trou à l'autre, dans l'obscurité, et qui leur apparaissait totalement dépourvu de sens. Ce sursaut de révolte contre l'autorité ne s'appuyait sur rien. Il ressemblait à la rébellion du baudet surchargé qui, sous le fouet cinglant d'un maître stupide et cruel, se contente de dresser les oreilles et de grincer des dents. Mais continue sa route, tête basse et rage au cœur, jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement.
Voici notre ami. Voici Hans Kaspar. De très loin déjà, nous l'avons reconnu, à la barbiche qu'il s'est laissé pousser. Il brûle, transpercé par la pluie, comme les autres. Il court, les pieds alourdis par les mottes, le fusil au poing. Voyez, il marche sur la main d'un camarade tombé. Sa botte clouée enfonce cette main dans le sol marécageux, criblé d'éclats de fer. C'est pourtant lui. Comment? Il chante? Comme on fredonne, sans le savoir, dans une excitation hébétée et sans pensée. Ainsi, il tire parti de son haleine entrecoupée et se chante à lui-même. Ich nicht in seine Rinde, so manches liebe Wort. Il tombe. Non, il s'est jeté à plat ventre, parce qu'un chien infernal accourt, un grand obus brisant, un atroce pain de sucre des ténèbres. Il est étendu, le visage dans la boue fraîche, les jambes ouvertes, les pieds écartés, les talons rabattus vers la terre. Le produit d'une science devenue barbare, chargée de ce qu'il y a à 30 pas de lui obliquement dans le sol, comme le diable en personne. Il explose avec un effroyable excès de force et soulève à hauteur d'une maison un jet de terre, de feu, de fer, de plomb et d'humanité morcelée. Car 2 hommes étaient étendus là. C'étaient 2 amis. Ils s'étaient réunis dans leur détresse. À présent, ils sont confondus et anéantis. Oh, honte de notre sécurité d'ombre! Partons! Nous n'allons pas raconter cela. Notre ami a-t-il été touché? Un instant, il a cru l'être. Une grosse motte de terre a frappé son tibia. Sans doute a-t-il eu mal, mais c'est ridicule. Il se redresse, il titube, avance en boitant, les pieds alourdis par la terre, chantant, sans même s'en rendre compte. Und seine Zweige rochten, als riefen sie mir zu. Et c'est ainsi que, dans la mêlée, dans la pluie, dans le crépuscule, nous le perdons de vue. Pour moi, le front est un tourbillon sinistre. Lorsqu'on est encore loin du centre, dans une eau calme, on sent déjà la force aspirante qui vous attire, lentement, inévitablement, sans qu'on puisse y opposer beaucoup de résistance. Mais de la terre et de l'air nous viennent des forces défensives, surtout de la terre. Pour personne, la terre n'a autant d'importance que pour le soldat. Lorsqu'il se presse contre elle, longuement, avec violence, lorsqu'il enfonce profondément en elle son visage et ses membres dans les affres mortels du feu, elle est alors son unique ami, son frère, sa mère. Sa peur et ses cris gémissent dans son silence et dans son asile. Elle les accueille et de nouveau elle le laisse partir pour 10 autres secondes de course et de vie. Puis elle ressaisit. Et parfois, pour toujours.
Terre, 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 terre avec tes plis de terrain, tes trous et tes profondeurs, où l'on peut s'aplatir et s'accroupir. Ô terre dans les convulsions de l'horreur, le déferlement de la destruction et les hurlements de mort des explosions. C'est toi qui nous as donné le puissant contre-courant de la vie sauvée. L'ébranlement éperdu de notre existence en lambeaux a trouvé un reflux vital qui est passé de toi dans nos mains, de sorte que, ayant échappé à la mort, nous avons fouillé tes entrailles, et dans le bonheur muet et angoissé d'avoir survécu à cette minute, nous t'avons mordu à pleines lèvres. Une partie de notre être, au premier grondement des obus, s'est brusquement vu ramené à des milliers d'années en arrière. C'est l'instinct de la bête qui s'éveille en nous, qui nous guide et nous protège. Il n'est pas conscient. Il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sûr et infaillible que la conscience claire. On ne peut pas expliquer ce phénomène. Voici qu'on marche sans penser à rien et soudain on se trouve couché dans un creux de terrain et l'on voit au-dessus de soi se disperser des éclats d'obus. Mais on ne peut pas se rappeler avoir entendu arriver l'obus, ni avoir songé à se jeter par terre. Si l'on avait attendu de le faire, l'on ne serait plus maintenant qu'un peu de chair çà et là répandue. C'est cet autre élément, ce flair perspicace, qui nous a projetés à terre et nous a sauvés, sans qu'on sache comment. Si ce n'était pas cela, il y a déjà longtemps que les Flandres, aux Vosges, il ne subsisterait plus un seul homme. Quand nous partons, nous ne sommes que vulgaires soldats, maussades ou de bonne humeur. Et quand nous arrivons dans la zone où commence le front, nous sommes devenus des hommes bêtes. Lettre de Jean Coquelin, instituteur à Sizun. Lettre d'Acheux du 23 janvier 1915. Bataille de la Boisselle. Me voilà de retour de Boisselle. Je ne sais trop comment, par exemple, j'ai pu me te retirer de cet enfer avec Fernand. Nous sommes partis lundi soir. J'ai commencé par creuser un boyau à 50 mètres d'ébauche, dans la neige, sans une seule protection. Tu parles de manier la pelle. Nous sommes revenus à 1h du matin, avec de l'eau jusqu'aux genoux. Mardi soir, en route. Je tombe dans un trou de marmite jusqu'à la ceinture dans l'eau glacée. On réussit à me retirer de là et on repart. Pendant 7 heures, nous déambulons, sac au dos, avec de l'eau jusqu'à la ceinture. On arrive à la Boisselle. Justement, les Boches attaquent. Le 75 se met à tirer sur nous. Quelle angoisse! On réussit à se mettre à son poste. À 15, dans un blocos, un Boche sort de la tranchée avec 2 lanternes à la main. Tous, ils sortent à 15 mètres de nous. Feu à volonté! On tire, on s'embroche à la baïonnette. Les 75 se mettent à cracher plus fort. Les Boches lancent des bombes avec leur Minenwerfer. Quelle bataille! On ne se voit plus dans la fumée. Quel bruit! Les Boches reculent. Tout à coup, un juron. Plus de cartouches.
Un autre cri. Mon fusil est brisé. On réussit à trouver 2 sacs de cartouches et la fusillade continue. En 5 ou 10 minutes, j'ai brûlé 150 cartouches et Fernand autant. Les canons continuent à cracher longtemps encore et on est tout étonné de se trouver vivant. À 4 heures, on nous fait communiquer. Les Boches vont attaquer encore. Vous allez vous battre 1 contre 7. Tâchez de bien travailler. Même cérémonie 1 quart d'heure après. Encore une attaque. Tout grelottant, on attendait le jour. Enfin, il arrive. Triste et pluvieux. Des morts de plus sur le terrain. Dans la boue jusqu'aux genoux, on continue à veiller. Rien à manger. De la boue partout. On grelotte. Les fusils ne marchent plus. Et encore 48 heures à faire dans cette boue. Je suis pieds nus, mes souliers perdus. Mon pantalon est en loques. Jamais, si j'en reviens, je n'oublierai cette misère. L'après-midi, on communique. Les Boches pour les mines, nous allons sauter. Vous ne vous figurez pas cette attente, tandis qu'on entend les coups sourds de la sape qui va nous envoyer à 40 mètres en l'air. Tout à coup, nos grosses pièces se mettent à bombarder les Boches. C'est ce qui nous a sauvés. Nous avons subi 3 attaques violentes. Mon voisin est devenu fou et je me sentais divaguer. Le jeudi, à 10h du soir, je vais pour reconduire le fou à Albert. Une voix lamentable s'est levée dans la nuit. « Français, au secours !» Et le fou, un jeune, riait et pleurait. Moi aussi, je pleurais. Je pars poussant le fou, le forçant à se courber avec de l'eau jusqu'aux aisselles. Ça n'était pas commode. Je sors du cimetière à 50 mètres des Boches. Au lieu de prendre le boyau, je prends la route découverte d'Albert à Bapaume et malgré les balles, je pars dans la nuit, traînant mon fou qui chantait. Je ne tenais plus debout. Je bute contre des cadavres. Oh, l'horreur de sentir leurs doigts crispés se prendre à la capote, de tomber sur leur face froide, livide, aux yeux révulsés. Et les Français nous tirent dessus maintenant. Je tombe, je repars. Je retombe dans un boyau. Impossible d'en sortir avec mon fou. Enfin, je réussis à rejoindre en me traînant les premières maisons d'Albert. Je laisse le fou à l'ambulance et je tombe sur la route en pleurant. Impossible de marcher, alourdi par la boue, la fatigue, les pieds en sang. Enfin, au bout de je ne sais combien de temps, j'arrive au cantonnement et je reste allongé, sac au dos, jusqu'à 11h hier matin. Comme il était lamentable le retour des frères, tous aussi lamentables que moi, trempés jusqu'aux os et obligés de rester ainsi. Et je n'ai moi-même pas eu un rhume pendant tout ce temps. Mais je ne sais comment nous avons pu rejoindre Hacheux cette nuit. Celui qui appelait au secours l'autre nuit n'était pas un Français. C'était une ruse Boche pour nous faire sortir des tranchées. Un jeune de la 12e compagnie est mort noyé dans un boyau enlisé dans la vase. C'est un nommé Graff de Quimper, près de la gare. C'est la première fois que j'ai vu les vieux poilus pleurer. Mais comme il y avait de quoi. Bon baiser, Jean. Le silence semblait donc se rétablir, quand un éclat de bulle retardataire a surgi, venu d'on ne sait où,
et on se demande comment. Bref, comme un post-scriptum. C'était un éclat de fonte en forme de hache polie, néolithique, brûlant, fumant, de la taille d'une main, non moins affûté qu'un gros éclat de verre. Comme s'il s'agissait de régler une affaire personnelle, sans un regard pour les autres, il a directement fendu l'air vers Antime, en train de se redresser, et sans discuter, lui a sectionné le bras droit tout net, juste en dessous de l'épaule. 5 heures après, à l'infirmerie de campagne, tout le monde a félicité Antime. Tous ont montré comme on lui enviait cette bonne blessure. L'une des meilleures qu'on pût imaginer. Grave, certes, invalidante, mais au fond pas plus que les autres, désirée par chacun, car étant de celles qui vous assurent d'être à jamais éloigné du front. L'enthousiasme était tel chez les copains, accoudés sur leurs brancards, agitant leurs képis, enfin, du moins ceux qui, pas trop amochés, en étaient capables, qu'Antime n'a presque pas osé se plaindre, ni crier de douleur, ni regretter son bras, dont il n'avait d'ailleurs pas bien conscience de la disparition. Pas bien conscience en vérité non plus de cette douleur, ni de l'état du monde en général. Pas plus qu'il n'a envisagé, voyant les autres sans les voir, de ne jamais pouvoir s'accouder lui-même que d'un côté dorénavant. Une fois sorti de son coma, puis de ce qui tenait lieu de bloc opératoire, les yeux ouverts, mais fixés sur nulle part, il lui a juste semblé, sans trop savoir pourquoi, vu les rires, qu'il devait y avoir lieu de se réjouir. Lieu au point d'avoir presque honte de son état, sans bien savoir pourquoi non plus. Et comme s'il réagissait mécaniquement aux ovations de l'infirmerie, pour s'y accorder, il a produit un rire en forme de long spasme qui a sonné comme un hennissement, faisant taire tout le monde, avant qu'une solide injection de morphine le ramena à l'absence des choses. Lettre de Jean Coquelin, instituteur à Sizun. Lettre du bivouac, 5 juin 1915. Je ne pensais certes pas vous écrire aujourd'hui, car à ce moment j'aurais dû bondir à l'assaut de cerfs dans notre ancien secteur. Puis au moment de partir, contre-ordre. C'est pour plus tard. Cependant, nous étions tous prêts, tous joyeux. J'avais fait raser toute ma barbe hirsute, produit de l'eau de cet hiver. Rosalie était propre et luisante, le flingot brillait. La veille, nous avions dansé au son d'un accordéon et nous étions joyeux, astiqués, rasés, beaux pour la fête. Et voilà qu'elle est reportée. J'espère qu'elle ne tardera pas. Et surtout, soyez joyeux, car on va vaincre. Bon baiser à tous. Post-scriptum. Il est une race de bêtes plus moche que les boches. Envoyez-moi une bonne ration d'huile camphrée pour les exterminer. Là s'arrêtent les lettres. Le 7 juin, à 6h moins 20 du matin, Jean était tué en partant à cette attaque qu'il appelait si impatiemment de ses voeux.
mon premier domicile. Il était tout arrondi. Bien souvent, je m'imagine ce que je pouvais bien être. Les pieds sur ton cœur, maman, les genoux tout contre ton foie, les mains crispées au canal qui aboutissait à ton ventre, le dos tordu en spirale, les oreilles pleines, les yeux vides, tout recroquevillé, tendu, la tête presque hors de ton corps. Mon crâne à ton orifice, je jouis de ta santé, de la chaleur de ton sang, des étreintes de papa. Bien souvent, un feu hybride électrisait mes ténèbres. Un choc au crâne me détendait et je ruais sur ton cœur. Le grand muscle de ton vagin se resserrait alors durement. Je me laissais douloureusement faire et tu m'inondais de ton sang. Si j'avais pu ouvrir la bouche, je t'aurais mordu. Si j'avais pu déjà parler, j'aurais dit « Merde, Merde, je ne veux pas vivre. je ne veux pas vivre. » Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour. Ô loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée. Un bel obus, semblable au mimosa en fleurs. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier. La mer, les monts, les vals et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace, comme font les fruits d'or autour de Baratier. Souvenir oublié, vivant dans toute chose, je rougirai le bout de tes jolis seins roses, je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants, tu ne vieillirais point. Toutes ces belles choses rajeuniraient toujours pour leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleurs, plus de vitesse à l'onde. Un amour inouï descendrait sur le monde, l'amant serait plus fort dans ton corps écarté. Loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse, étant la plus jolie. Ô mon unique amour et ma grande folie.
Merci à Anne qui a accepté au dernier moment de s'occuper du son. Merci à Michel qui s'est occupé de la régie lumière. Et merci aussi à Michel Labidurie qui a concocté la musique en passant de CD sur une clé USB. Ce qui est très compliqué pour moi en tout cas. Je voudrais juste ajouter une chose. Ce groupe théâtre s'appelle l'Atelier du Stwick, c'est le nom du chariot du Stwick, c'est le nom que Catherine de Seine lui avait donné. Et quand on pense au mot atelier, on voit un groupe d'artisans qui travaillent autour du même ouvrage. Ben, c'était un peu ça pour ce spectacle. Voilà. Les textes, c'est vrai qu'on les a travaillés tous ensemble, mais la mise en scène et tous les jeux d'acteurs que vous avez vus, ça c'est sorti du cerveau de Xavier. Et notre prochain spectacle, donc, c'est le 24 janvier, ici même, à 20h30. Voilà.